Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive. Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. سعداء بلقياكم سيداتي أو سادتي بهذا البرنامج المغربي بإذاعة بلوريال Arc-en-Ciel. On va essayer de faire en sorte pour rentrer en contact avec nos deux intervenants tunisiens sur le sujet d'actualité, l'accord de libre-échange et approfondi avec l'Europe. Son Excellence, M. Ahmed Ben Mustafa. Il y a un souci réel de téléphone, mais on va voir autrement si on arrive à le joindre. D'ici là, on reste avec cette très très belle chanson de Lotfi Bouchnaq. أنا عربي أصيل وبأصالتي تكمن علتي خلتي يا خلتي يا خلتي يا خلتي أنا تونسي أصيل أنا لبناني أصيل أنا فلسطيني نصيل أنا عراقي أصيل أنا عربي أصيل وبأصالتي تكمن علتي وما أقبل الضيم بأرضي وما أقبل الضيم بعرضي وما أقبل الضيم. Oui, c'est Ahmed Mustafa. On essaye de vous contacter par un autre moyen puisqu'il y avait un souci réel de téléphone sur un point technique. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous sur Radio Pluriel pour parler de l'ALK et la situation et le cas de la Tunisie. Mais je suis très heureux de vous avoir au bout de la ligne parce que ce dossier me tient à cœur. C'est un dossier qui est d'actualité. Monsieur Ahmed Ben Mustafa, c'est un ancien ambassadeur jusqu'à l'année 2012, un homme d'État, un homme d'expérience de très 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 haut niveau et qui est un spécialiste du monde arabe et de la relation avec la Méditerranée. Monsieur Ahmed Ben Mustafa, s'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que l'accord libre-échange approfondi avec l'Europe? L'accord de libre-échange complet et approfondi s'inscrit en continuité avec l'accord de libre-échange des produits industriels qui a été conclu entre la Tunisie et l'Union européenne en 1995 dans le cadre des accords de partenariat qui ont été à l'époque établi
par le processus en fait de Barcelone qui visait à établir une zone de paix, de prospérité et de partager entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, il s'agit d'une concrétisation. Donc, il s'agissait d'une concrétisation de cette volonté commune d'établir une zone de libre-échange progressive qui devait commencer par les produits industriels pour s'étendre par la suite à tous les domaines de production et d'activité entre les deux rives de la Méditerranée. En ce qui concerne la Tunisie, le processus donc d'établissement d'un accord de libre-échange des produits industriels est effectif depuis 2008. Et depuis, on a ouvert des négociations pour étendre donc ce libre-échange à tous les domaines d'activité économique. En fait, il s'agit plus que d'un simple accord de libre-échange des produits. En fait, il s'agit d'une ouverture totale des marchés tunisiens, mais également une ouverture totale de l'accès au marché du travail pour les entreprises donc, européennes dans tous les domaines et tous les secteurs d'activité sans aucune restriction, sans aucun droit de douane. Donc, il s'agit beaucoup plus, donc il s'agit en fait d'une intégration totale de l'économie au sein de l'Union européenne. C'est pour cela qu'il y a des réticences en fait de la part de nombreux milieux qui, au vu du bilan de l'accord de 95, est nettement défavorable donc, à la Tunisie, se posent des questions et espèrent que les négociations sur l'ALECA vont prendre en compte de ce bilan favorable et essayer de rééquilibrer les échanges tenant compte des écarts de développement. C'est ça le souci principal. En fait, il y a beaucoup à dire à ce sujet-là. Il y a un débat et la société civile en Tunisie n'est pas. Je pense également dans les autres pays maghrébins, la société civile se mobilise un peu pour essayer de rééquilibrer donc ces rapports de partenariat qui semblent totalement déséquilibrés de leur bilan global après 20 ans du processus de Barcelone. Monsieur Ahmed Ben Mustafa, ma deuxième question qui est aussi d'actualité, pourquoi cet accord peut concerner la Tunisie? Écoutez, en fait, cet accord s'inscrit dans une stratégie globale de l'Union européenne et du G7. Là, il faudrait faire un petit rappel historique. Les accords de partenariat, l'idée de fonder des accords, d'établir des accords de partenariat, en fait, est vieille, remonte à 1957 dans le cadre du traité de Rome qui a relatif à la CE, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a eu donc cette évolution vers les indépendances, l'Union européenne s'est déployée pour maintenir donc des rapports privilégiés avec la rive sud de la Méditerranée, donc en tant que zone d'influence et d'intérêt majeur, et cette volonté ne s'est jamais départie. Nous retrouvons donc ce même souci dans tous les accords qui ont été conclus avec la Tunisie en 1967, 1976, l'accord de 95 auquel j'ai fait référence, et aujourd'hui l'accord de libre-échange complet et approfondi. Donc il y a une ligne de conduite qui n'a pas changé d'un iota de la part de l'Union européenne, maintenir donc la Tunisie dans le cadre de l'économie de marché et dans le cadre du libre-échange avec l'Union européenne. Et après la Révolution, dans le cadre de ce qu'on appelait le partenariat de Deauville en mai 2011, la même démarche donc, a été reprise. Il est question donc en échange ce qu'on appelle, on avait à l'époque proposé à la Tunisie et aux pays du printemps arabe en quelque sorte des incitations financières, une sorte de plan Marshall. Et également, on leur avait promis de leur restituer les avoirs volés, selon le texte même donc, du partenariat de Deauville. Et en échange de tout ça, nous nous sommes engagés de maintenir la Tunisie dans le
cadre du libre-échange avec l'Europe, de continuer, dans le cadre de la continuité de l'État, à honorer les dettes de l'ancien régime. Et cela s'est concrétisé, effectivement. Nous avons conclu donc, en 2014 un plan d'action avec l'Union européenne où il est question de conclure donc, cet accord de libre-échange complet et approfondi. Donc la Tunisie a honoré en quelque sorte ses engagements. Malheureusement, en échange, nous n'avons pas encore eu les promesses de l'Union européenne du G7 n'ont pas encore été concrétisées. Et c'est l'un des arguments qui est aujourd'hui mis en avance pour réclamer quand même qu'il y ait une sorte de dialogue stratégique avec l'Union européenne, avec le G7, Oui. compte tenu de la situation critique de l'économie tunisienne, de l'état des finances tunisiennes, de l'état de la balance des paiements. Tout cela doit être pris en compte et également du bilan global de la politique de développement associée au libre-échange et à l'économie de marché qui, en définitive, n'a pas contribué en fait au développement de nos pays, mais nous avons été insérés en quelque sorte dans une sorte de répartition des rôles économiques par le bas. Et aujourd'hui, tout cela s'insère justement dans cette vision du développement. En fait. Est-ce que nous avons eu une expérience de développement réel dans nos régions, dans le sud de la Méditerranée? Et personnellement, je préconise donc une reconsidération totale des relations entre les deux rives de la Méditerranée, tenant compte du fait que les pays donc, du sud de la Méditerranée ont le droit aujourd'hui de faire des bilans, de tirer des conclusions et éventuellement, au vu des évolutions géopolitiques, notamment l'émergence de nouveaux pays donc influents, des pays émergents, je parle, il s'agit pour nous d'un modèle qui devrait nous inspirer, c'est-à-dire que nous devrions penser éventuellement à varier un peu nos partenariats pour tirer profit de l'expérience. Cela va de l'expérience du pays, donc de partenariats émergents qui ont réussi leur insertion dans l'économie mondiale en tant que producteurs et ayant leur propre gamme de produits compétitifs et donc ils se sont imposés en quelque sorte et aujourd'hui ils sont en train, les BRICS notamment, sont en train de mettre en place leurs institutions financières qui concurrencent le FMI, la Banque mondiale, etc., etc. Et là, je pense, en plus on parle même de nouvelle mondialisation en fait. Mondialisation qui ne serait pas dominée uniquement par les pays occidentaux. Tout cela doit être pris en compte et nous devrions donc reconsidérer au vu de tout cela nos choix économiques, nos orientations stratégiques et diplomatiques, et donc notamment les accords de partenariat, faire des bilans, ne pas nous précipiter comme ça, parce que cela ne tient pas compte, à mon sens, suffisamment compte en tout cas. Cela ne veut pas dire que nous préconisons une rupture avec l'Europe, au contraire, mais nous préconisons, tenant compte de notre situation, un rééquilibrage donc, de nos relations avec l'Europe. Excellence. Vous le savez mieux que moi que l'Europe passe une période difficile sur le plan économique et que l'avenir c'est l'Afrique. Alors, la question principale, puisque l'Afrique, c'est l'avenir et que les pays du Maghreb peuvent créer ce qu'on appelle un pont, un lien avec le marché africain, est-ce que les Maghrébins ne sont pas dans une position, s'ils veulent le bien, donc parce que la question elle est là, est-ce qu'ils veulent bien, comme quoi simplement ils peuvent jouer un rôle important dans une coopération triangulaire que je la qualifie nord-sud-sud, qui permettra, de faire sortir l'Europe de sa crise et en même temps de promouvoir le marché maghrébin, mais aussi, bien entendu, le marché africain. Selon vous, vous ne croyez pas que les pays du Maghreb ne peuvent pas s'unir dans une négociation d'ensemble avec l'Europe sur ce sujet exactement? Effectivement, le drame, c'est que les pays maghrébins, au départ, les Européens, quand ils ont initié ce cycle de négociation dans les années 50 et les années 60, au départ, ils croyaient pouvoir envisager donc, des négociations communes avec les pays de Maghreb. Seulement, à l'époque, l'Algérie était encore sous occupation. Et
Maghreb, donc, par la suite, donc, les pays européens ont demandé, donc les pays, si vous voulez, la Tunisie et le Maroc, ont demandé, en ce qui concerne la Tunisie, dès 1963, à négocier justement des relations de partenariat. C'était en fait des relations d'association, selon l'article 238 du traité de Rome. Et c'est à partir de là, effectivement, que les accords, tous les accords qui ont été conclus ont été séparés. Et sur ce plan-là, j'estime que c'est l'un des facteurs qui ont déséquilibré les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Par la suite, vous savez que le Maghreb a été divisé par des divergences sur de nombreux dossiers politiques et malheureusement, nous avons été pris chacun à part et cela a considérablement affaibli notre position. C'est très gentil à vous. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion, pour cette précieuse occasion qui m'a été offerte sur Radio Pluriel. مرحبا 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 سيدي مرحبا مرحبا سيدي مرحبا مرحبا مع السلامة مع السلامة سيدي. شكرا يا سيدي. إلى اللقاء. وحاير إلى اللقاء. أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب. اهلا وسهلا مرحبا بدكتور ارم بالحاج. اعتذر كثيرا على هذا العطب التقني الذي خارج عن طاقتنا، وهو عطب واليوم الاحد مع الاسف الشديد جميع المؤسسات هي مغلقه. نحن في اتصال مباشر مع الدكتور en sciences économiques de l'université d'Orléans. Il est actuellement enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de Naples, Université de Carthage, et chercheur associé à laboratoire d'économie d'Orléans en France. Il est également membre de plusieurs associations à vocation scientifique. Il a publié plusieurs travaux de qualité dans des revues internationales portant sur les questions d'intégration dans les économies émergentes. Son domaine de recherche est la macroéconomie monétaire et l'économie internationale. Nous sommes heureux de vous avoir. Bonne année et meilleurs vœux sur Aram Belhaj. Merci monsieur Abdelatif. تحية صديقة من إخوانكم المغاربة الموجودين بهذه المنطقة، وهذا داخل في إطار تعاطف الأخوي مع إخواننا التونسيين واليوم في الاستماع. تحية خالصة من الشعب المغربي ومن الجالية المغربية الموجودة بهذا المنطقة. سؤالي الأول أخي: comment l'Union européenne entend-il accompagner la Tunisie pour les accords approfondis, d'échanges approfondis? Merci monsieur Abdelatif. Alors bonne année également à vous et à tous les auditeurs. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Très bien. Ok. Donc, merci pour d'avoir consacré cette émission à la Tunisie. Ça prouve vraiment que Tunisiens et Marocains sont toujours ensemble. Donc, notre destin, comme vous savez, il est commun, quoi. Donc, revenons à votre question. Je voudrais ici, avant de répondre à votre question, en fait, de rappeler alors le contenu du processus de Barcelone qui a abouti, en fait, au partenariat euro-méditerranéen. Et l'objectif, en fait, étant de l'édification d'un espace de stabilité, de paix, de prospérité. Alors, la question qui se pose, est-ce le cas aujourd'hui? Alors, de même, ces objectifs, ils ont été réitérés
au sommet de Deauville en 2011. Et on se rappelle très bien les promesses qui ont été faites à la Tunisie pour en fait aider le pays dans sa transition politique et économique. Et donc, on peut très bien en fait déduire qu'il y a vraiment une différence, et une différence notable entre ce qui est annoncé et ce qui est pratiqué. Alors, revenons à l'accord de l'ALECA. Alors, l'ALECA, c'est un prolongement, comme son nom l'indique, hein, c'est un prolongement de l'ancien accord qui est l'accord de libre-échange et qui était l'aboutissement en fait du processus de Barcelone en 1995. Alors, à travers cet accord, il y avait des avancées, certes, mais ce qu'on peut retenir vraiment, c'est l'effort d'accompagnement qui a été en fait accordé à la Tunisie, en l'occurrence le programme de mise à niveau. Alors, ce programme, c'est vrai, il a permis à certaines industries d'être compétitives, mais en fait, ces industries, en fait, c'était des industries à faible valeur ajoutée, à faible contenu technologique et à main-d'œuvre bon marché. Donc, en fait, ce programme de mise à niveau, il a même en fait poussé à la disparition de certaines filières industrielles. Alors, tout ça pour dire que, en fait, pour parler de l'ALECA, il faut, à mon sens, revoir l'ancien accord. Donc, la question, comment accompagner la Tunisie? Alors, moi, je pense que, comme j'ai dit maintenant, il faut revoir déjà l'ancien accord. Alors, puisque l'ancien accord, en fait, il n'a pas abouti à un vrai partenariat dans le domaine industriel. Donc, il faut réfléchir, il faut corriger l'ancien accord pour parler, en fait, de l'ALECA. Maintenant, si la Tunisie, en fait, souhaite avancer sur la question de l'ALECA, moi, je pense que cet accord, il doit être modulé de telle sorte que les intérêts de la Tunisie soient pris en compte. Donc, je pense qu'il faut sortir du caractère purement commercial et financier de l'accord pour relancer, comme j'ai dit, un vrai partenariat gagnant-gagnant. Et là, on peut dire que l'Union européenne, comme j'ai dit, elle doit revoir sa stratégie d'intégration envers la Tunisie. Donc, oui, pour un accord approfondi. Alors, mais lorsqu'on parle d'accord approfondi et complet, il faut vraiment que les deux parties, c'est-à-dire la Tunisie et l'Union européenne, tireront profit. Donc, tout ça pour dire que l'Union européenne, elle doit aider la Tunisie à, en fait, construire un modèle industriel viable, créateur de valeur ajoutée et intensif en capital et en technologie. Il faut, comme j'ai dit, donc, revoir l'ancien accord. Alors, si on veut parler de l'ALECA, il faut que l'Union européenne, si elle veut vraiment accompagner la Tunisie, elle doit être flexible sur plusieurs sujets. Notamment la reconnaissance des diplômes, notamment la mobilité, notamment la propriété intellectuelle, donc, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que l'Union européenne, elle doit être flexible et elle doit sortir en fait de la réflexion et de l'objectif ou bien le fondement purement commercial. Ma deuxième question, docteur Aram, c'est une question, vous l'avez bien cité donc quelque part, vous avez parlé, il n'y a pas que le commercial et le politique, mais il y a aussi le rôle de la société civile. Comment vous voyez-vous ce rôle de la société civile dans cette ALECA pour qu'il puisse, parce que en vérité, le dernier, le meilleur qui va en profiter de cet accord, c'est la société civile, c'est les Tunisiens eux-mêmes et aussi les Européens eux-mêmes. Comment la société civile peut jouer un rôle dans ce processus? Bon, excellente question. Alors, je rappelle, vous avez évoqué ici la société civile. Alors, je rappelle que dernièrement, il y a quelques mois, en fait, au Maroc, alors le Maroc, c'est un cas d'école, hein. Le Maroc, c'est un cas d'école et on peut en fait s'inspirer de cette expérience marocaine. Alors, je rappelle que la société civile marocaine, alors au niveau de cette société, il y avait en fait la constitution d'un front tout court anti-ALECA, hein, composé de 10 associations qui a pour objectif de contrer l'opacité de l'ALECA. Parce que, en fait, au Maroc, on entend que des problématiques en fait, qui menacent le bien-être des Marocains ne sont pas assez connues par le public et apparemment les Européens sont moins flexibles sur alors, les questions, surtout les questions de protection de brevets,
alors des médicaments génériques et de la question de droit de propriété d'une façon générale. Donc, je salue ce courage, en fait, de la société civile marocaine. Mais en fait, en Tunisie, il faut une société civile forte. Il faut une société civile qui communique. Il faut une société civile qui, en fait, éclaire sur, en fait, le contenu de l'ALECA, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on peut gagner, sur ce qu'on peut perdre. Donc, n'oublions pas hein, que la société civile tunisienne, elle a été, en fait, un acteur majeur sur la scène politique. Et vous vous rappelez très bien qu'en 2015, alors la Tunisie, ou le quartet, si vous voulez, il a décroché le prix Nobel de la paix. Donc ça prouve que la société civile, c'est un acteur en fait majeur. Il va falloir maintenant orienter tous les efforts vers les aspects économiques. Donc en Tunisie, si vous voulez, l'ALECA, elle touche directement ou bien elle concerne directement la société civile, en l'occurrence, alors l'UJTT, c'est le syndicat principal, et l'UTICA, si vous voulez, c'est l'association des patrons. Et donc, cette société, elle doit s'impliquer pour dire son mot. Et cette implication, à mon sens, elle doit surtout se faire en amont, c'est-à-dire avant, en fait, la signature de quoi que ce soit. Donc, je pense que, comme j'ai dit, la société civile a un rôle primordial à jouer. Elle doit faire comprendre les vrais enjeux de l'ALECA, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut perdre, et agir par la suite dans l'intérêt du pays. Donc, la société civile, elle doit communiquer davantage, elle doit constituer une force de proposition non négligeable, et à mon sens, en Tunisie, elle doit mettre en valeur non pas seulement le caractère commercial et économique, mais également alors le caractère social et environnemental de n'importe quel accord, en particulier et notamment l'accord de l'ALECA. Donc, la société civile, si vous voulez, elle doit être un vrai partenaire, alors main dans la main avec le gouvernement pour défendre l'intérêt de la Tunisie et du Tunisien. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à constituer un front anti-ALECA. Oui, constituer un front anti-ALECA s'il s'avère que alors les coûts supportés par cet accord dépassent largement les bénéfices, mais à mon sens, il faut tout un travail et des efforts en amont avant la signature de quoi que ce soit, alors dans la communication, en fait, dans l'évaluation des conséquences de cet accord. Une question, docteur Aram, qui est un petit peu géopolitique quelque part et aussi commerciale. On sait pertinemment que le monde arabe, et notamment le Maghreb, passe une période de turbulence avec les enjeux sécuritaires et aussi l'image du Maghrébin. Vous êtes quelqu'un qui connaît la France et vous enseignez ici, donc vous savez comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des gens de rive de Sud, soit sur le plan de communication, soit sur le plan marketing agressif? Cela veut dire que les gens devront y aller chez les Européens et d'autres, hein, pas que les Européens, pour vendre leurs atouts, hein, notamment marché, opportunités et autres, au lieu de rester chez soi et d'y attendre que les autres arrivent. Et moi, je pense, si on arrive à surmonter un handicap quelque part, ce handicap d'y aller, de tenter et d'aimer le risque quelque part, on passe toujours en deuxième plan par rapport à toute négociation, et notamment elle-même, l'ALECA. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. En fait, nous, la rive sud, je veux dire, alors, on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour, en fait, communiquer et pour dire, voilà, c'est quoi l'ALECA? C'est l'accord de libre-échange complet et approfondi. En quoi consiste? Quelles sont, en fait, les opportunités? Quels sont les enjeux? Quels sont les dangers? Comment peut-on, en fait, faire pour gagner cette bataille, entre parenthèses? Donc, ça, d'une part. D'autre part, moi, je pense que, en fait,
la rive sud, notamment, nous, on parle de l'ALECA et son impact sur le Maghreb. Moi, je pense que la coopération sud-sud, elle est primordiale, elle est très, en fait, demandée pour, en fait, peser face à l'Union européenne et face à ces 28 pays et même alors aux autres partenaires. Donc, moi, je préfère que la question d'intégration sud-sud, elle soit abordée et que, en fait, les partenaires, en l'occurrence les partenaires maghrébins, le Maroc et la Tunisie, négocient ensemble cet accord. C'est malheureux. Le Maroc, il négocie isolément et la Tunisie négocie à elle seule avec 28 pays. Donc, moi, je pense qu'il va falloir réfléchir sur les pistes de coopération sud-sud entre la Tunisie et le Maroc pour en fait négocier ensemble. Il y a des créneaux où le Maroc et la Tunisie peuvent négocier ensemble et constituer une force en fait face aux géants européens. Ben écoute, Dr Aram, donc tu es la bienvenue hein, donc, dans le salon Savinour, qui est le salon de la ville de deux rives de la Méditerranée, qui est une opportunité pour les collectivités locales et les entreprises du pays du Maghreb, du Maroc jusqu'à l'Égypte, inclus l'Algérie, la Tunisie et la Libye, pour rencontrer leurs homologues rhône-alpins français qui sont assez nombreux, qui souhaitent travailler la main à la main en marge de cet accord. Moi, je pense qu'il y a matière d'être confiant parce qu'il y a un marché, il y a un potentiel, mais aussi il y a une demande forte. Et le Maroc, en novembre prochain, donc, il accueillera la COP 22. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer d'ici la COP 22. Tout à fait. À mon tour, moi, j'invite toutes les entreprises tunisiennes et tous les acteurs tunisiens à participer à ce salon qui sera un événement inédit et pour en fait rapprocher les points de vue et pour en fait alors s'approprier de l'expérience en fait de partenariat entre les collectivités. Voilà, exactement. De la Méditerranée. Exactement. C'est un appel qu'on le fait aussi transmettre à nos frères algériens aussi et libyens et tunisiens par rapport à cet événement qui est dédié à la promotion de cette relation économique et politique et aussi institutionnelle parce que la formation et le savoir, c'est la matière grise de tout rapprochement entre les deux peuples. Docteur Aram, il me reste 5 minutes. Je souhaite avoir votre dernier mot, si c'est possible, et avec tous nos excuses suite à cet incident technique qui est hors de notre portée pour le téléphone, chose qui a été provoquée aussi avec son Excellence, l'ancien ambassadeur, c'est Ahmed Ben Mustafa, à qui nous adressons nos sincères amitiés. En fait, en 2 minutes, moi, je pense que, comme j'ai dit, hein, il faut bien réfléchir sur cette question. Il faut bien communiquer sur cette question parce que les conséquences, si en fait il n'y aura pas des études alors sur cette question, moi je pense qu'on va en fait vers un avenir incertain. Alors c'est vrai qu'il est difficile de trancher sur cette question puisqu'on n'a pas vraiment des études, surtout des études scientifiques qui prouvent ou qui évaluent l'impact d'un tel accord sur l'économie alors tunisienne ou bien sur l'économie marocaine. Le Maroc, il a en fait une étude et attention, il dit qu'il faut faire attention. Alors cet accord, le pardon numéro 1 de cet accord, c'est la petite et moyenne entreprise marocaine et c'est pour cela que le Maroc, il avait interrompu momentanément les négociations dans le cadre de l'ALECA. Donc il faut, à mon sens, ici en Tunisie, s'inspirer du cas marocain. Il faut faire des études d'impact. Alors, il y avait une étude, c'est vrai, qui a été faite par la Commission européenne et cette étude, elle a dit que alors, la Tunisie sortira largement avantageuse. Moi, je pense que c'est insuffisant. Il faut mener non pas une étude macroéconomique comme c'était le cas alors, avec la Commission européenne. Il faut faire une étude macroéconomique, c'est vrai, mais également il faut compléter ça par une étude microéconomique et une étude sectorielle avant d'avancer sur cette piste. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cet accord. Il faut, au contraire, aller de l'avant et communiquer et
faire en sorte que, et faire pression sur, avec la société civile bien sûr, comme on l'a dit, il faut faire de la pression sur l'Union européenne pour revoir en fait l'ancien accord, mais également il faut faire des études académiques, scientifiques, pour évaluer en fait l'impact de cet accord sur en fait le secteur agricole, le secteur des services. Ce sont les deux secteurs qui sont concernés par l'ALECA. Il faut faire des études d'impact avant de décider quoi que ce soit. Je pense les Tunisiens de France et les Franco-Tunisiens, donc qui sont assez nombreux, et surtout les compétences, ils ont un mot à dire dans cette société civile, puisqu'ils sont installés ici. J'invite nos frères tunisiens et les Franco-Tunisiens, et les Marocains et les Franco-Marocains comme compétences de se renseigner par rapport à cette ALECA et de participer à un partenariat gagnant-gagnant où les deux pays des deux rives puissent tirer profit. دكتور أرم بالحاج شكرا جزيلا وتحية صادقة إلى الشعب التونسي. Merci beaucoup, c'est Abdelatif. مع السلامة يا أخي، مع السلامة. Au revoir. مع السلامة. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. إن مر عصفور يغني مغرما كسروا جناحيه أماتوا الزقزقة هل نحن شعب واحد مهما بدا فينا اختلاف في الأمور المسبقة قد فككونا كالطوائف وانبرى كل يشد الكل حتى يخنقه فانظر شتاتا في شتات كيف لا إذ كل شيء صار تحت المطرقة أمجادنا في الدهر صارت نكتة من خجل للأرض الطرن